Bonjour, bienvenue dans cette édition spéciale de votre émission depuis Washington. Aujourd'hui, nous célébrons une occasion précieuse, profondément ancrée dans le cœur des Marocains, au pays comme à l'étranger, le 26e anniversaire de la glorieuse Fête du Trône. Cet événement marque l'accession de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, au trône de ses illustres ancêtres le 30 juillet 1999. Depuis, 26 années d'un règne éclairé ont vu le Maroc s'engager sur la voie des réformes, du développement durable et de la modernisation des institutions, tout en restant fidèle à son authenticité et à ses valeurs. Le royaume s'est transformé grâce à des réformes profondes et des projets structurants. Sa diplomatie mesurée et efficace l'a élevé au rang d'acteur incontournable sur la scène régionale et internationale. Cette fête nationale illustre les valeurs de fidélité et d'unité entre un souverain attaché à son peuple et un peuple qui lui témoigne amour et reconnaissance. Pour discuter de ce sujet, nous aurons le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur notre plateau un ensemble de personnalités éminentes, parmi les plus influentes de la capitale américaine, Washington. Nous avons l'honneur d'accueillir parmi nous Norman Rule, ancien responsable de la CIA, ainsi que Clark Cooper, chercheur émérite à l'Atlantic Council et ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires politiques et militaires. À leur côté, nous accueillerons Mark Feifly, ancien adjoint du directeur de la sécurité nationale des États-Unis et actuel directeur de l'organisation Off the Record Strategy. Dans le cadre de cet épisode spécial, nous aurons le privilège de partager avec vous les déclarations de Jason Isaacson, directeur des affaires internationales du comité juif américain, ainsi que les analyses de nos chroniqueurs, accompagnés de l'ensemble de notre équipe journalistique qui vous guide tout au long de l'année. Nous reviendrons tout de suite après une brève pause. Norman, il serait inconcevable de parler de la fête du trône sans évoquer la stabilité remarquable du royaume sous l'une des plus anciennes monarchies au monde. Alors, quel regard portez-vous sur le règne de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste ? Je vous remercie sincèrement. C'est un honneur exceptionnel pour moi d'être parmi vous aujourd'hui et de participer à la célébration de cette occasion remarquable, marquant 26 années de paix, de stabilité et de progrès sans précédent pour le peuple marocain. Il est bien connu que la région de l'Afrique du Nord demeure une zone de grande sensibilité, traversant parfois des périodes tumultueuses. Cette région, d'une importance stratégique capitale, revêt une portée cruciale non seulement pour l'Europe et l'Amérique, mais également pour le Moyen-Orient et l'Afrique. Sous le règne de Sa Majesté le roi Mohammed VI, nous avons été témoins d'un bilan cohérent et impressionnant, tant sur les plans social, économique que scientifique. Ce parcours a également été marqué par des partenariats diplomatiques, économiques et sécuritaires solides avec de nombreux acteurs internationaux. En conséquence, le Maroc s'est affirmé comme un acteur incontournable sur la scène mondiale, un véritable bastion de stabilité, exportant non seulement la sécurité et la stabilité, mais aussi une richesse de produits marocains vers ses voisins. Merci Norman. Clark Cooper, en l'espace de 26 ans, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, le royaume du Maroc a su affirmer et renforcer une vision participative, fondée sur une relation étroite entre le roi et son peuple. Alors comment évaluez-vous la singularité de cette cohésion exemplaire entre la monarchie et les Marocains, cette union profonde qui demeure le socle et le garant de l'unité nationale ? En effet, depuis l'accession de Sa Majesté le roi Mohammed VI au trône en 1999, en tant que commandeur des croyants, il a su adopter une approche doublement stratégique pour assurer à la fois la stabilité et la réforme. Cette tâche n'a pas été aisée, mais Sa Majesté a brillamment réussi à mener à bien des réformes économiques et sociales, tout en préservant les fondements du patrimoine culturel et des traditions marocaines. Parmi les initiatives notables, l'initiative nationale pour le développement humain lancée par Sa Majesté a joué un rôle majeur dans la lutte contre la pauvreté, l'amélioration de l'éducation,
de la santé, ainsi que la défense des droits des femmes, propulsant ainsi le Maroc vers de nouveaux horizons de progrès. Cela s'est accompagné d'investissements colossaux dans les énergies renouvelables, tout en répondant aux grands défis géopolitiques de la région. Si l'on se penche sur les événements de 2011 et les bouleversements du printemps arabe, il est essentiel de souligner que Sa Majesté a habilement introduit des réformes constitutionnelles, offrant ainsi plus de pouvoir au Parlement marocain et élargissant les prérogatives du chef du gouvernement. Cette réforme méticuleusement calculée a été déterminante pour maintenir la continuité et la stabilité du royaume. D'un point de vue personnel, je constate également une forte intensification de la coopération sécuritaire entre le Maroc et les États-Unis. Toutes ces réalisations majeures ont eu lieu sous plusieurs administrations américaines, depuis celle de Bill Clinton en passant par George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump, jusqu'à Joe Biden et le retour de Trump à la présidence. Au fil des ans, la coopération sécuritaire entre les deux nations a connu une croissance constante, notamment à travers l'exercice militaire d'African Lion, qui a permis d'assurer une stabilité régionale en formant des milliers de soldats. Cet exercice a non seulement renforcé les relations bilatérales entre le Maroc et les États-Unis, mais a également eu une valeur stratégique considérable pour toute la région. Marc, au cours de l'année qui vient de s'écouler, vous avez visité le Maroc 2 fois. Une première en décembre pour le Nouvel An, puis vous êtes retourné au Maroc durant le mois de juillet. Alors, quelle impression gardez-vous de ces séjours et que souhaitez-vous partager avec nous à l'occasion de cette fête nationale ? C'est un véritable honneur pour moi d'être votre invité aujourd'hui. J'ai également eu l'opportunité de présenter cette émission depuis Washington et je tiens à vous remercier, Mohamed, pour votre rôle exceptionnel au niveau de cette émission. Aujourd'hui, nous célébrons le rôle du leadership exemplaire de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Son influence rayonne et se reflète dans chaque aspect de la vie au Maroc de manière palpable pour tous ceux qui ont la chance de visiter le royaume. J'ai personnellement eu l'honneur de visiter le Maroc à 2 reprises. Lors de ma première visite en décembre, j'ai eu le privilège de participer aux célébrations de Noël avec des étudiants marocains à Casablanca. Ce fut un moment privilégié, riche en échanges, où j'ai pu discuter avec des centaines d'étudiants de leurs aspirations, de leurs défis et des objectifs qu'ils poursuivent pour contribuer à l'avenir du Maroc. Ces conversations ont été empreintes d'un profond espoir et d'une détermination à bâtir un avenir meilleur. Ma seconde visite cet été m'a conduit à Marrakech, où j'ai eu le privilège de participer à un événement organisé par l'Organisation de la coopération islamique. Le Royaume du Maroc a accueilli plus de 100 jeunes venus des 4 coins du monde pour échanger sur les défis post-Covid, notamment sur les enjeux liés à l'intelligence artificielle et son impact sur les opportunités d'emploi des jeunes. Nous avons discuté de la manière dont ces jeunes devront se montrer proactifs pour assurer la prospérité de leur pays, en apprenant à exploiter les technologies modernes pour garantir leur avenir économique. Ces visites m'ont permis d'observer de près les réalités de la région, d'appréhender les relations du Maroc avec ses alliés et partenaires et d'apprécier pleinement les défis complexes auxquels la région fait face, mais aussi les immenses opportunités qui se présentent. Merci Marc pour ce témoignage sincère. Alors Norman, nous avons évoqué les avancées internes du Maroc et j'aimerais maintenant que nous parlions de sa politique étrangère. Comment évaluez-vous le rôle croissant du royaume sur la scène internationale, notamment en Afrique et dans le monde arabe, et sa capacité à défendre ses intérêts stratégiques tout en agissant comme un acteur de paix et de stabilité? Il est essentiel de se rappeler à quel point cette période a constitué un véritable défi pour les dirigeants de nombreux pays du Moyen-Orient, où certains ont échoué à répondre adéquatement aux défis qui se présentaient à eux. Si nous analysons les événements de 2011, il ne s'agit pas seulement d'un succès personnel de Sa Majesté le roi Mohammed VI, mais également du succès du système qu'il a su bâtir dans la continuité des traditions et des valeurs de ses ancêtres.
Nous devons également souligner la réussite des conseillers de Sa Majesté qui ont fait preuve d'une grande sagesse dans leur gestion d'une situation marquée par une grande incertitude et des tensions sociales considérables. Leur réponse est concrétisée par des réformes judicieuses, comme l'a précisé notre ami Clark, notamment l'octroi de pouvoirs supplémentaires au chef du gouvernement et au Parlement marocain, en phase avec les attentes et les aspirations légitimes du peuple. C'est précisément ce qu'un leader doit offrir, une écoute attentive à la volonté de ses citoyens et une réponse à leurs préoccupations, faisant de ce modèle un exemple à suivre pour l'ensemble de la région. De plus, il est primordial de constater que cette réforme, bien que fondamentale en 2011, a eu un impact durable. En effet, si elle a été déterminée pour assurer la stabilité du Maroc et à ce moment-là, et dans les années qui ont suivi, il convient également de se pencher sur les années suivantes pour mesurer l'efficacité continue de cette réforme. Nous pouvons alors observer comment cette initiative a non seulement consolidé l'économie marocaine, mais aussi renforcé le système politique et la position stratégique du Maroc au sein de la région. Ainsi, pour apprécier pleinement la valeur des mesures prises par Sa Majesté le roi Mohammed VI, il nous faut adopter une perspective plus large qui reconnaît la force de ces réformes et la compétence des équipes qui les ont mises en œuvre. Clark, comment appréciez-vous le rôle de Sa Majesté le Roi dans le maintien de l'équilibre entre les différents pouvoirs au Maroc? En effet, au Maroc, le roi joue un rôle d'arbitre. Il est garant de l'harmonie entre ses pouvoirs, tout en assumant d'autres fonctions d'une importance capitale. Vous avez évoqué la position de commandeur des croyants, alors pourriez-vous nous en dire davantage sur la manière dont ce rôle contribue à la stabilité remarquable que connaît le royaume? Le mot-clé ici, pour Sa Majesté le Roi, comme l'a souligné mon collègue Norman et comme je l'ai également évoqué, réside dans l'équilibre subtil entre réforme, modernisation et préservation des traditions marocaines. Ce défi a été brillamment relevé par Sa Majesté qui a su combiner son autorité politique en tant que souverain du Maroc avec son autorité religieuse en tant que commandeur des croyants. Cette double légitimité a constitué la clé de voûte de la stabilité nécessaire pour mener à bien les réformes dont nous avons parlé, tout en favorisant un développement harmonieux de la gouvernance. Sa Majesté le roi Mohammed VI a su maintenir un équilibre fin entre ses pouvoirs, conciliant l'autorité traditionnelle du trône royal et son rôle religieux, ce qui a permis de renforcer l'unité et la stabilité du royaume. Tout en agissant dans cette tradition, il a démontré une vision proactive des réformes, intégrant les aspirations économiques et sociales du Maroc aux dynamiques de modernisation du pays. Cette approche a permis d'introduire des changements profonds et de préserver l'harmonie sociale et politique tout en répondant aux attentes de la population. Néanmoins, ce double rôle exige également une vision de leadership exceptionnelle que Sa Majesté a su incarner. Comme l'a mentionné Norman, de nombreux pays pris dans le tumulte du printemps arabe ont échoué à maintenir l'unité et la stabilité, ce qui rend d'autant plus précieuse l'approche marocaine. Le modèle du Maroc combine habilement l'autorité traditionnelle du trône et l'autorité religieuse, s'impose ainsi comme un modèle inspirant pour d'autres nations du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, un exemple de leadership capable de guider le pays à travers les défis contemporains tout en préservant ses fondements culturels et spirituels. Merci Clark. Alors Marc, pourriez-vous nous parler de la portée et de la valeur des réalisations en matière de développement accomplies par le Royaume du Maroc sous la direction éclairée de Sa Majesté le Roi? Comment ces réalisations s'alignent-elles avec les ambitions stratégiques à long terme du Maroc, qu'il s'agisse du port de Tanger Med, du réseau autoroutier, des trains à grande vitesse, ou encore de la croissance impressionnante dans des secteurs clés tels que l'industrie automobile, l'aéronautique ou les énergies renouvelables? Vous avez pu observer de vos propres yeux à Rabat, lorsque nous étions à l'hôtel, l'intensité des travaux au niveau du stade, un chantier qui ne connaît ni jour ni nuit. Quel regard portez-vous sur le rythme actuel auquel le Maroc progresse sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohammed VI? Mohamed, dès la fin de notre réunion au siège de l'Organisation de la coopération islamique, nous nous sommes rendus à Rabat, où depuis l'extérieur de l'hôtel, nous avons observé l'ampleur des travaux en cours pour la construction d'un stade de football. Un projet d'envergure qui avance sans relâche, jour et nuit, répartis en 3 équipes de 8 heures chacune. Ce chantier témoigne de la détermination du royaume à se préparer
pour accueillir les matchs de la Coupe du Monde 2030. Les préparatifs incluent non seulement la mise en place des infrastructures sportives, mais également des installations d'hébergement pour les athlètes et les passionnés de football, ainsi que des moyens de transport reliant les différentes régions du Maroc à l'Espagne et au Portugal. Nous avons pu constater l'ampleur des investissements massifs prévus pour ces préparatifs, une démarche qui démontre la vision stratégique à long terme du Maroc et qui est d'une importance capitale pour son développement. Par la suite, nous nous sommes rendus au port de Tangemed où, depuis les quais, nous avons contemplé le majestueux rocher de Gibraltar et la côte espagnole, tout en prenant la mesure des immenses opportunités commerciales qui s'offrent au Maroc. Ces opportunités peuvent être considérablement élargies grâce à l'initiative atlantique, lancée par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Une initiative ambitieuse visant à dynamiser le commerce et les relations entre les deux rives du détroit. À travers cette initiative, les régions du nord-ouest de l'Afrique, riches en ressources naturelles, minerais et main-d'œuvre, peuvent être reliées par un réseau de transport ferroviaire et routier performant, stimulant ainsi l'économie, créant des emplois et offrant de nouvelles perspectives économiques. Il est crucial que les États-Unis et l'Union européenne tirent pleinement parti de ces opportunités, car cela contribuerait non seulement à l'émergence d'une prospérité partagée, mais également à la lutte contre la pauvreté. Un autre point essentiel que je souhaite souligner est l'importance stratégique des phosphates marocains pour les États-Unis, notamment pour leur production agricole. Je doute que l'ensemble des Américains mesurent l'importance de ce partenariat avec le Maroc, qui mérite d'être davantage mis en lumière et développé dans les discussions politiques et économiques. Enfin, en ce qui concerne mes projets personnels, mon objectif pour l'année prochaine est de m'adonner au sport nautique sur les plages magnifiques de Dakhla, un lieu que j'espère découvrir sous un nouveau jour. Si Dieu le veut, nous aurons l'occasion de visiter Dakhla tous ensemble avec nos précieux invités. Le dossier du Sahara marocain connaît un dynamisme historique avec un soutien international croissant. Parler du Maroc dans la rue américaine a une portée particulière. Il ne s'agit pas d'un pays comme les autres. Nous parlons d'une relation continue depuis 1777 qui s'est renforcée depuis la fondation des États-Unis. Norman, pourriez-vous nous livrer votre évaluation des relations maroco-américaines ? C'est un sujet que nous avons longuement abordé avec Marc cette année. Nous aimerions connaître votre point de vue sur leur évolution, notamment dans le domaine sécuritaire, coopération en matière de renseignement, échange d'informations, collaboration stratégique. Quel rôle occupe le Maroc dans cette dynamique ? Écoutez, l'histoire des relations sécuritaires entre le Maroc et les États-Unis reste encore largement à écrire. Depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à l'accession de Sa Majesté le roi Mohamed VI au trône, une grande partie de cette coopération s'est centrée sur la lutte contre l'Union soviétique et le communisme, ainsi que sur la stabilisation de la région pour empêcher la propagation du communisme. Bien que ces enjeux aient été cruciaux et d'une grande complexité, les défis auxquels Sa Majesté le roi Mohamed VI et les États-Unis se sont confrontés dès son accession au trône étaient d'une toute autre nature, impliquant de multiples domaines, parties prenantes et menaces tant internes qu'externes. Ces défis représentaient un tournant dans l'histoire des relations bilatérales, car ils ont introduit des enjeux d'une ampleur et d'une complexité inédites. Sa Majesté le roi Mohamed VI a rapidement su établir une force de leadership, non seulement capable de faire évoluer nos relations bilatérales, mais également de constituer des équipes et des structures solides. Des équipes que j'ai souvent évoquées et qui ont joué un rôle déterminant dans le succès de cette coopération. Grâce à cette vision stratégique, Sa Majesté a renforcé la coopération en matière de sécurité entre le Maroc et les États-Unis, une coopération qui a permis de sauver des vies. Je suis fermement convaincu que grâce à la sagesse de Sa Majesté et à cette relation sécuritaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, des centaines, voire des milliers de vies ont été sauvées, non seulement au Maroc et en Afrique du Nord, mais aussi dans des régions reculées d'Europe, voire aux États-Unis et dans d'autres parties du Moyen-Orient. Nous avons aujourd'hui des exercices comme African Lion, que Clark a mentionné, qui incarnent parfaitement cette coopération sécuritaire régionale. Ce modèle de partenariat persiste encore aujourd'hui, alors même que d'autres pays s'éloignent de la coopération sécuritaire avec l'Occident et que l'extrémisme violent prend de l'ampleur en Afrique centrale et dans les pays du Sahel. À l'avenir, l'importance des relations de coopération sécuritaire, non seulement avec les États-Unis, mais aussi avec les pays voisins,
deviendra encore plus crucial pour la sécurité et l'économie de la région. Je suis profondément admiratif des efforts considérables qui ont été déployés et je ressens une grande fierté à l'égard de cette relation. Mon respect et ma gratitude envers le leadership visionnaire de Sa Majesté le roi Mohammed VI au fil de toutes ces années sont immenses. Merci Norman pour vos propos sincères et cette évaluation éclairée. Clark Cooper. À une époque où plusieurs pays de la région scandaient des slogans hostiles envers les États-Unis, quand ils prenaient le socialisme ou le communisme et qualifiaient les États-Unis de grands satans, le Maroc, lui, entretenait une alliance solide et crédible avec les États-Unis. Aujourd'hui, après la chute de l'Union soviétique, cette relation est pleinement reconnue. Alors comment analysez-vous cette alliance à travers l'histoire et comment se compare-t-elle à celle d'autres pays voisins du Maroc ? So before today, we need to look a little further out. Avant de nous concentrer sur le présent, il est essentiel de porter notre regard plus loin et d'examiner les efforts diplomatiques remarquables déployés par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Certes, les relations bilatérales sont d'une importance capitale, mais grâce à la vision stratégique de Sa Majesté, la position régionale du Maroc a été considérablement renforcée sur la scène internationale. Diplomatiquement, le Maroc a retrouvé sa place au sein de l'Union africaine sous sa direction, marquant ainsi un tournant historique. De surcroît, Sa Majesté a su élargir le commerce et les investissements tout en renforçant la coopération sécuritaire, non seulement à travers le continent africain, mais également avec des partenaires en Occident. Ces partenariats ont contribué à la paix régionale et à l'émergence de nombreuses initiatives nées à Rabat, en particulier dans la gestion des relations avec l'Occident, qu'il s'agisse des États-Unis ou des pays de l'Union européenne. Sa Majesté le roi joue ainsi un rôle déterminant dans l'établissement et la consolidation de la stabilité régionale. Lorsqu'on évoque les États-Unis, plusieurs événements diplomatiques marquants ont eu lieu sous le règne de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Parmi eux, la normalisation des relations avec Israël par la signature des accords d'Abraham et la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Autant de réalisations exceptionnelles sous le règne de Sa Majesté. En observant l'extension du leadership de Sa Majesté pour renforcer la paix régionale, il devient clair que cet engagement ne se limite pas au renforcement des relations économiques, mais inclut également une solide coopération sécuritaire. Le Maroc a ainsi adopté une approche diplomatique multidimensionnelle soutenue par un partenariat maroco-américain renforcé, apportant un soutien stratégique important à la présence américaine en Afrique du Nord et dans la région. In the region and in North Africa, Morocco is the United States interlocutor in the region. Marc, tout au long de l'année, vous avez accompagné les téléspectateurs de Médien TV dans l'émission depuis Washington. Vous nous avez offert des analyses approfondies allant des États-Unis au Moyen-Orient, en passant par l'Europe et l'Ukraine. Un sujet reste central pour les Marocains. Ce sujet est la question du Sahara et de l'intégrité territoriale du royaume. Alors, comment évaluez-vous les succès diplomatiques du Maroc sous la direction de Sa Majesté le roi Mohammed VI dans la gestion de ce dossier ? Nous avons longuement abordé, Mohamed, les défis auxquels sont confrontés de nombreux pays dans leur coopération avec les États-Unis en raison des changements d'administration tous les 4 ou 8 ans. Toutefois, ce qui demeure constant, c'est ce qui a été accompli sous la première administration du président Trump, lorsque Clark dirigeait les efforts au département d'État pour promouvoir les accords d'Abraham qui incluaient la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Cette reconnaissance a été maintenue tout au long du mandat de Trump, puis sous celui de Biden, et elle perdure aujourd'hui sous la deuxième présidence de Trump. Je crois que cette reconnaissance s'est renforcée avec l'ascension de Marco Rubio au poste de secrétaire d'État après son passage au Sénat, où il a constamment plaidé pour l'officialisation de cette reconnaissance, contribuant ainsi à soutenir les relations avec le Maroc. Cela a conduit au fil des ans à l'émergence de nouveaux défis.
Par exemple, l'Iran a cherché à établir une influence dans la région en soutenant un réseau agissant pour son compte au Sahara, en s'appuyant sur le Front Polisario. Un autre défi réside dans les relations militaires étroites entre l'Algérie et la Russie, un partenariat qui constitue un véritable enjeu stratégique. Cela signifie que les États-Unis doivent rester vigilants et collaborer étroitement avec leurs partenaires marocains. Par ailleurs, des initiatives importantes émergent au sein de la Chambre des représentants et du Sénat. Par exemple, le représentant républicain Joe Wilson de Caroline du Nord a proposé un projet de loi en collaboration avec un représentant démocrate pour demander la désignation du Polisario comme une organisation terroriste. Je suis convaincu que cette démarche serait bénéfique pour la politique américaine dans son ensemble, tout en apportant un soutien précieux aux alliés du Maroc, tout en maintenant une dynamique active dans ces relations stratégiques. Merci à vous, Marc, Norman, Clark et à nos chers téléspectateurs. Vous suivez cette édition spéciale de l'émission depuis Washington, consacrée au 26e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi au trône. Nous faisons une courte pause. Alors restez bien avec nous. Bienvenue à vous, nous voilà de retour pour la suite de votre émission depuis Washington. Nous célébrons aujourd'hui le 26e anniversaire de la fête du trône et j'en profite pour renouveler mes salutations à mes invités, Norman Rule, Clark Cooper et mon collègue et ami Mark Fifley. Norman, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a joué un rôle clé dans le retour du Maroc à l'Union africaine. La diplomatie marocaine s'est ouverte à l'ensemble du continent. Et aujourd'hui, il est admis que toute relation sérieuse avec l'Afrique passe par le Maroc. Alors, quel regard portez-vous sur cette stratégie royale et sur l'influence diplomatique du Maroc en Afrique ? Tout d'abord, si vous souhaitez établir des accords commerciaux en Afrique, le Maroc se présente comme un point de départ idéal. C'est un pays stable, stratégiquement situé, qui relie l'Europe, l'Atlantique, l'Amérique et le continent africain. Le Maroc ouvre les portes de l'ensemble du continent, offrant une plateforme solide de stabilité et de gouvernance exemplaire. En examinant la participation du Maroc à l'Union africaine, on constate déjà des développements remarquables qui illustrent le leadership éclairé de Sa Majesté le Roi, Mohamed VI. Nous avons été témoins du forum de Marrakech sur la sécurité régionale et récemment, le Maroc a joué un rôle crucial dans les efforts visant à instaurer la paix en République démocratique du Congo et au Soudan. Le Maroc s'est également distingué dans l'amélioration des secteurs de l'éducation et de la santé en Afrique. De plus, le Royaume a utilisé sa position au sein de l'Union africaine pour mener des initiatives ambitieuses dans le domaine du développement de l'intelligence artificielle sur le continent. Ainsi, le Maroc met à profit sa place stratégique au sein de l'Union africaine pour rassembler les États membres et diffuser les technologies de pointe à travers l'ensemble du continent. Cela constitue un accomplissement unique et extrêmement positif, une avancée précieuse pour l'Union africaine et pour l'avenir de l'Afrique. Merci Norman. Clark Cooper, en tant que président du comité Al-Quds, Sa Majesté le Roi Mohamed VI adopte une approche de sagesse, défendant les droits du peuple palestinien tout en rejetant la violence. Il plaide pour la paix et la coexistence entre les Palestiniens et les Israéliens. Alors je voudrais vous demander, comment percevez-vous ce rôle stratégique, notamment concernant les aides humanitaires envoyées à Gaza dans un contexte aussi difficile? Sur le plan politique, bien que nous ayons déjà abordé les accords d'Abraham, il est crucial de souligner l'importance du rôle de Sa Majesté le Roi Mohamed VI
en tant que président du comité Al-Quds dans la préservation du patrimoine culturel et religieux de la ville. Ce rôle dépasse sa dimension symbolique car Al-Quds n'est pas seulement un lieu de coexistence entre les adeptes des trois religions abrahamiques, mais elle est également au cœur de la question de la stabilité régionale. Elle incarne une prise de conscience des réalités politiques actuelles et l'affirmation du statut juridique de la ville, conformément au droit international. En effet, le rôle global de Sa Majesté le Roi, ainsi que la position stratégique du comité Al-Quds sous sa présidence, ne se limitent pas à un titre honorifique. Il inclut également un soutien financier personnel direct de Sa Majesté, qui a permis de financer des projets essentiels pour venir en aide aux nécessiteux d'Al-Quds. En outre, en soutenant activement les relations avec Israël, Sa Majesté a clairement affirmé que le Maroc continuait de soutenir le peuple palestinien, non seulement en tant que souverain du royaume, mais aussi en tant que président du comité Al-Quds. Ce double engagement renforce la crédibilité du Maroc à un moment où celle-ci est particulièrement indispensable. Marc, vous avez eu l'honneur d'assister récemment à la visite de Son Altesse Royale, la princesse Lala Asma, à Washington. Sa Majesté le Roi attache une grande importance aux jeunes, aux personnes en situation de handicap et aux enfants issus de milieux modestes. Quel regard portez-vous sur cet engagement royal en faveur des générations futures ? Les jeunes représentent l'avenir et cet intérêt royal témoigne d'une vision résolument tournée vers l'avenir. De manière générale, il est évident que la vision du leadership de Sa Majesté ainsi que ses choix stratégiques concernant ses conseillers sont profondément enracinés dans des valeurs et des traditions familiales jouant un rôle déterminant dans la pérennité du projet de développement global. Comme vous pouvez l'observer, cette vision tournée vers l'avenir aspire à faire de la société marocaine un modèle de productivité, de fiabilité et de paix durable, source de réussite collective. Il suffit de visiter le Maroc et de rencontrer ses citoyens pour en éprouver la réalité. Un exemple frappant de cet engagement royal se trouve dans la visite de Son Altesse Royale la princesse Lala Asma à Washington, en partenariat avec l'Agence américaine pour le développement international, axée sur l'accompagnement des personnes sourdes et muettes. Ce projet porteur de grands espoirs témoigne de l'attention sincère que porte Sa Majesté aux préoccupations de ses citoyens. J'espère que cette collaboration fructueuse continuera de croître et produira des résultats encore plus remarquables. Not just on this program and on this network, but overall amongst our countries. Alors avant de vous donner la parole pour partager vos pensées et sentiments, cette occasion mémorable du 26e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au trône de ses glorieux ancêtres, permettez-moi de vous poser une question à chacun d'entre vous. Si vous aviez l'opportunité, et si vous deviez choisir une ville parmi toutes celles du royaume pour y travailler durant toute une année, laquelle choisiriez-vous ? Pour ma part, je choisirais Rabat. C'est une décision d'une grande complexité car le Maroc regorge de nombreuses villes splendides. Toutefois, mon choix repose sur le fait que ma profession me conduit fréquemment dans les capitales du pays et Rabat, en tant que capitale du royaume, m'offrirait l'opportunité d'établir des liens plus étroits avec les autorités marocaines afin de collaborer avec elles pour surmonter les défis auxquels nous pourrions être confrontés à l'avenir. Votre réflexion témoigne d'une véritable volonté de partenariat entre nos deux pays, nos deux peuples ainsi que leurs dirigeants. Alors Claire Cooper, nous vous écoutons. Si l'opportunité m'était donnée de me rendre dans une ville marocaine, le choix serait difficile entre Fès et Marrakech. Cependant, je dirais ceci, il serait impératif que nous séjournions dans l'ancienne Médina. In the Medina, yes. Mark. Si ce n'était ma crainte des serpents qui peuplent la place Jemaa el-Fna et de la chaleur en raison de mes origines du Dakota du Nord, il me faudrait encore un moment de réflexion. Cependant, je pencherais pour Marrakech. Néanmoins, mon choix se porte plutôt sur Tanger, une ville que j'apprécie particulièrement. J'aime l'idée de prendre un petit bateau, de traverser vers l'Espagne pour y passer l'après-midi, puis de revenir au Maroc en fin de journée. Tanger est à mes yeux une ville splendide à visiter et à découvrir. Rabat, quant à elle, est également une cité remarquable et je suis convaincu que la construction de ce nouveau stade augure d'un avenir prospère pour la politique
le sport, le tourisme et le commerce dans cette région. and for sport and for commerce in that area. Pour ma part, je choisirais tout le Maroc, car chaque coin du territoire, de Tanger à La Gouira, est dans mon cœur. Je considère le Maroc comme une seule et même entité, et il m'est difficile de faire un choix parmi toutes ces magnifiques villes. Toutefois, mes invités ont fait leur choix, et c'est un véritable honneur pour ces villes qu'ils aient choisi d'y poser leurs racines. Alors avant de clore cette section et de passer la parole à d'autres invités, permettez-moi de m'adresser à Norman, Clark et Mark, afin qu'ils aient l'opportunité d'exprimer leurs félicitations au peuple marocain. Et je commence par vous, Norman Rule. Je tiens à vous adresser mes plus sincères félicitations en cette occasion exceptionnelle et historique marquant l'anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi au trône de ses glorieux ancêtres. Je vous souhaite de profiter pleinement d'une région qui connaît un succès durable et une paix constante. Je remercie Sa Majesté pour sa sagesse, son partenariat, son leadership éclairé, ainsi que pour tous les efforts qu'il a déployés en faveur de nos deux pays et de notre région. Je remercie également le peuple marocain, la splendeur naturelle du royaume et les nombreuses années d'histoire qui lient le Maroc aux États-Unis. Enfin, je salue la richesse de votre cuisine exceptionnelle et l'immensité de vos grandes cultures. Je vous prie d'accepter mes plus sincères et chaleureuses félicitations à l'occasion de la fête du trône. Ces félicitations s'adressent non seulement à Sa Majesté le roi Mohamed VI, mais également à l'ensemble des citoyens marocains. Je tiens à vous remercier d'être l'un de nos amis les plus chers et les plus anciens. À l'ensemble des jeunes à travers le royaume, à Sa Majesté le roi Mohamed VI, je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour votre leadership exemplaire ainsi que pour l'hospitalité chaleureuse. À mon tour, je souhaite exprimer ma gratitude à l'égard de mes invités, Norman Rule, fidèle et grand ami du Maroc, Clark Cooper, secrétaire d'État adjoint, ainsi que Mark Feifly. Je tiens également à remercier tous ceux qui, par leurs paroles et leurs actions, contribuent à faire connaître le Maroc, ainsi que le modèle unique et l'exception marocaine. Nous allons maintenant marquer une courte pause et nous reviendrons avec de nouveaux invités, dont les chroniqueurs de l'émission, Chris Lapetina et Georges Lindrit, ainsi que l'équipe éditoriale. Nous serons également rejoints par notre collègue Adel Dessouki, alors restez bien avec nous. Bienvenue à vous qui nous suivez. Je vais maintenant vous inviter à découvrir les impressions et les avis de personnalités qui ont tenu à exprimer leurs réflexions. Et nous allons commencer par la première intervention de Jason Isaacson, président du Comité juif américain, un grand ami du Maroc, qui, malgré son éloignement de la capitale Washington, a souhaité partager son point de vue. Je vous propose de l'écouter. There is much to celebrate in the 26 years of His Majesty's rule, and my organization, the American Jewish Committee, which has a long association with Morocco, even from before the time of His Il y a de nombreuses raisons pour célébrer le 26e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le roi Mohamed VI au trône. À cette occasion, l'American Jewish Committee, qui entretient des relations de longue date avec le Maroc, mais avant le règne de Sa Majesté, se joint à cette commémoration. Au cours des 26 dernières années, nous avons été témoins de l'ascension du Maroc sur la scène internationale, atteignant des sommets inédits, ainsi que de l'augmentation considérable du respect mutuel et de la collaboration entre les institutions américaines et marocaines. Cette relation s'est manifestée notamment à travers la structure de sécurité du royaume, incluant ses forces armées, ses services de renseignement, ainsi que par son infrastructure économique. has also contributed to the economies in my country and in Morocco. So, l'accord de libre-échange signé en 2004, il y a 21 ans, a également constitué un moteur essentiel pour l'économie américaine, en plus des nombreuses réalisations accomplies par Sa Majesté le Roi et son gouvernement. À cela s'ajoute la reconnaissance, bien entendu, de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. En tant qu'ami de longue date du Maroc et honoré de recevoir un wissam de Sa Majesté le roi Mohamed VI, je tiens à adresser au nom de l'American Jewish Committee et à titre personnel mes salutations les plus respectueuses au peuple marocain, à Sa Majesté le roi Mohamed VI et au gouvernement marocain.
relationship that my country has with the Kingdom of Morocco. La relation entre les États-Unis et le Royaume du Maroc est d'une importance capitale, non seulement pour mon organisation, mais également pour moi-même et sincèrement pour la communauté juive aux États-Unis et dans le monde entier. Le Maroc demeure le foyer historique d'environ 1 million de juifs marocains, dont la majorité vit désormais à l'étranger, notamment en Amérique, au Canada, en Europe et bien sûr en Israël. Le Maroc est reconnu pour son pluralisme, sa tolérance et son respect mutuel sous la direction éclairée du commandeur des croyants, Sa Majesté le roi Mohammed VI. Pour des raisons politiques, économiques, stratégiques, religieuses, mais aussi personnelles et familiales, le lien que je ressens ainsi que ma communauté juive aux États-Unis envers le Royaume du Maroc est profondément ancré et durable. Many reasons, for political reasons, economic reasons, strategic reasons, religious reasons, family reasons. The connection that I feel and that my community feels for Morocco is strong, enduring. Merci Jason pour ces paroles si empreintes de générosité. Je vous suis profondément reconnaissant, ainsi que l'ensemble du peuple marocain. Chers téléspectateurs, mes collègues vous accompagnent tout au long de l'année avec leurs analyses et leurs contributions éclairées. Je tiens à saluer en particulier notre ami Georges Lindritz, chroniqueur de l'émission, ainsi que Chris Lapetina, qui vous guide chaque semaine, sans oublier Adel Dassouki, qui supervise la préparation de ces épisodes au sein de notre département de production. Il est d'ailleurs un journaliste accrédité à Washington et un expert reconnu des affaires arabes, marocaines et américaines. Georges Lindritz, alors que le peuple américain célèbre le 26e anniversaire de la fête du trône, permettez-moi de vous rappeler une expression que vous mentionnez fréquemment lorsque vous évoquez Sa Majesté le roi Mohammed VI. Vous qualifiez souvent Sa Majesté de l'homme sage dans l'Assemblée. J'aimerais bien vous inviter à nous expliquer pourquoi vous avez choisi de décrire ainsi Sa Majesté le roi Mohammed VI et quelle signification vous attribuez à cette désignation. Lorsque j'ai qualifié Sa Majesté le roi Mohammed VI de l'homme le plus sage dans toute assemblée, j'ai fait référence à l'immensité des défis auxquels il a été confronté et qu'il a su affronter avec une sagesse et un style qui lui sont propres. Alors que certains perçoivent la sagesse comme une forme d'intelligence innée, elle dépasse largement cette simple définition. Elle incarne une clarté morale exceptionnelle et un leadership durable. Elle consiste à prendre des décisions qui, tout en répondant aux enjeux du présent, anticipent les besoins de l'avenir, un leadership capable de résister aux vicissitudes du temps et des circonstances. Sa Majesté le roi Mohammed VI incarne parfaitement ce modèle de sagesse depuis son accession au trône du Maroc il y a 26 ans. Sous sa direction, le Maroc a été guidé par une vision d'une intelligence remarquable couronnée par des succès éclatants. Sa Majesté a modernisé le royaume tout en préservant son riche patrimoine, a renforcé la tolérance religieuse tout en combattant vigoureusement l'extrémisme et a œuvré pour consolider les alliances internationales tout en affirmant fièrement la souveraineté et l'identité du Maroc. C'est précisément pour ces qualités exceptionnelles que je l'ai qualifié de l'homme le plus sage dans n'importe quelle assemblée. Chris Lapetina, fort de votre longue expérience militaire en tant que membre des Marines, vous avez au fil des années observé avec un regard averti de nombreux développements. Chaque année, l'exercice African Lion vient illustrer cette coopération. Si je vous demandais d'évaluer la coopération militaire entre le Royaume du Maroc et les États-Unis, quelle en serait la valeur à vos yeux? Les exercices African Lion sont désormais d'une importance capitale pour les États-Unis et c'est un sujet que nous avons abordé dans cette émission et sur lequel il serait nécessaire de mettre l'accent davantage à Washington. L'Afrique n'est pas seulement d'une grande importance économique pour les États-Unis, mais elle revêt également une dimension stratégique majeure pour la sécurité nationale de Washington. Ces exercices représentent probablement l'un des éléments les plus significatifs de la présence américaine et de la préparation en matière de sécurité.
Je tiens à féliciter chaleureusement les forces armées royales marocaines pour l'organisation impeccable des exercices d'African Lion qui ont vu la participation de nombreux pays et une collaboration fructueuse dans la conduite de ces exercices aux côtés des États-Unis. Au peuple marocain, je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour être des amis fidèles des États-Unis et des amis de cette émission. Je remercie également Sa Majesté le Roi et l'ensemble du peuple marocain. Merci, Chris. George, je tiens à souligner qu'au cours des 7 dernières années, vous avez été l'une des rares voix au sein de cette émission à appeler ouvertement et sans détour à la désignation du Front Polisario comme groupe terroriste. Alors j'aimerais que vous partagiez avec nos téléspectateurs l'origine et le fondement de cette vision prémonitoire. D'ailleurs, je crois que dans la société américaine, il est bien possible que bon nombre de personnes ignorent ce qu'est le Polisario, voire ne savent même pas situer l'Algérie sur la carte. Oui, j'ai effectivement appelé il y a plusieurs années à classer le Front Polisario comme une organisation terroriste. Et je soutiens aujourd'hui cette position avec encore plus de conviction, car le Polisario persiste dans des actes qui exposent clairement sa nature terroriste. Lorsqu'un groupe recourt à la violence, au chantage, à l'enrôlement militaire des enfants, et tisse des liens avec des terroristes et des réseaux extrémistes, il ne peut être considéré comme un mouvement politique légitime. Il doit être traité pour ce qu'il est, une organisation terroriste. Le Front Polisario a renoncé à toute approche pacifique du dialogue, se tournant au contraire vers des actions destinées à semer l'instabilité depuis le territoire algérien avec l'appui du régime mis en place à Alger. Par ces actions, le Polisario a sérieusement compromis les chances de paix, de prospérité et de coopération internationale en Afrique du Nord. De plus, sa gestion des camps de Tindouf s'apparente davantage à une prise d'otage qu'à un véritable refuge pour les réfugiés. Adel Dessouki, lors de la préparation de cet épisode, nous avons longuement discuté ensemble des nombreux succès qui ont marqué le règne de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Comment évaluez-vous ces réalisations et ce que le Maroc a accompli sous la direction éclairée de Sa Majesté le roi? Tout observateur impartial qui porte son regard sur le Maroc au cours des 26 dernières années, depuis l'accession de Sa Majesté le roi Mohammed VI au trône, ne peut que reconnaître sans équivoque les réalisations majeures qui jalonnent ce parcours exceptionnel. La stabilité remarquable du Maroc est une bénédiction dont nous prions ardemment pour qu'elle perdure au bénéfice du royaume et de son peuple. Sur le plan politique et diplomatique, par exemple, nous sommes témoins d'un soutien croissant de la part de nombreux pays envers le Maroc dans son juste droit à la souveraineté sur le Sahara. En ce qui concerne l'économie, de considérables investissements ont été attirés et des secteurs stratégiques tels que l'industrie des voitures électriques et des énergies renouvelables connaissent un essor sans précédent. Même le domaine sportif a connu un véritable essor sous son règne, avec des réalisations remarquables telles que la qualification de l'équipe nationale en demi-finale de la dernière Coupe du Monde. Ce sont autant de succès notables qui, loin de passer inaperçus, témoignent de l'efficacité et de la vision éclairée de Sa Majesté. Ceux qui nient ces avancées ne peuvent être que des ingrats. Nous prions pour que la marche glorieuse de Sa Majesté le roi Mohammed VI continue et que le Maroc poursuive son épanouissement sous sa sage conduite. Chers téléspectateurs, nous arrivons déjà au terme de cette discussion. Alors je vous remercie d'avoir suivi cette édition spéciale de votre émission avec le Maroc depuis Washington, à l'occasion du 26e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le roi Mohammed VI au trône de ses glorieux ancêtres. Nous avons été honorés de partager avec vous ainsi qu'avec le peuple marocain la joie d'une occasion précieuse pour tous les Marocains, symbole de l'indéfectible et pérenne symbiose entre le trône et le peuple. Une symbiose profondément enracinée dans l'histoire et marquée par des spécificités qui appartiennent exclusivement à notre grand Maroc.
À l'issue de cet épisode, à l'occasion du 26e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi au trône et de la clôture de cette saison de votre émission depuis Washington, je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à mes invités, Norman Rule, Clark Cooper, Mark Feifly, Jacques Isaacson, ainsi qu'à nos chroniqueurs, Chris Lapetina, Georges Landrit, Adèle Dessouki, Chandler Brastad, Charlie Ponce, Mark Bryden, Mohamed Alami, Jackie Gabila, Taylor Rogers, et à tous ceux qui, bien que n'ayant pas participé à cet épisode, ont contribué au succès de cette émission. Je vous adresse mes salutations les plus sincères. Nous nous retrouverons prochainement pour une nouvelle saison et de nouveaux épisodes de votre émission depuis Washington.